Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au menu de votre journal sur Eden Télévision. Lancement ce jour de la 7e session ordinaire du dialogue social au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le point dans un instant, l'exposition des meubles qui font recours à la mort est désormais interdite dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. En interactualité, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, se prononcera sur la zone de libre-échange continentale africaine. En fin d'édition, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Eden Télévision. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient les 9 et 10 juillet 2019 sa 7e session ordinaire du dialogue social. Les travaux ont été lancés dans la matinée de ce mardi par le ministère de la décentralisation, sinon par le ministre de la décentralisation par intérim, Alassane Seydou. Reportage Laurent Roland Kodjo Toninkes et Fiacre Voitan. L'Assemblée générale du comité sectoriel du dialogue social du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a été mise en place le 1er décembre 2014. Et depuis, elle se réunit chaque année. Cette première session ordinaire au titre de l'année 2019 se trouve donc être la 7e du ministère. Notre engagement à faire prospérer le dialogue social au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale justifie l'importance que revêt cet outil organisationnel qu'est l'Assemblée générale du comité sectoriel du dialogue social. Ce creuset, loin d'être un espace d'attaque et d'autodéfense, est une instance pour évoquer, dans toute la mesure du possible et avec un respect mutuel, les diverses questions dont la résolution conduira à installer une ambiance de travail saine et conviviale au sein de notre lieu de travail. Le comité sectoriel du dialogue social est un espace institué dans tous les secteurs pour anticiper les situations de crise, prévenir les conflits et chercher de manière consensuelle des solutions durables aux problèmes qui peuvent inhiber les efforts des uns et des autres. À cet effet, le secrétaire général du Centrasat, Ali Kabirou, prenant la parole, a énuméré les doléances des travailleurs au ministre Alassane Seydou, pour qui le dialogue social revêt une importance capitale. Le dialogue social a pour rôle d'anticiper sur les situations de crise pour faire asseoir l'efficacité et éviter la démotivation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent creuset de concertation et de dialogue social dénommé Comité sectoriel du dialogue social. Je sais qu'en toute conscience, avec beaucoup d'élévation et sans passion aucune, ces questions seront discutées et des résolutions pratiques et applicables seront prises afin que ce creuset constitue réellement un exemple du bon fonctionnement des structures de notre ministère. Cette session sera donc consacrée au point de mise en œuvre de la dernière Assemblée générale, au recensement des problèmes dont la résolution contribuerait au meilleur fonctionnement des structures du ministère et à la définition de nouvelles tâches et recommandations. Les cercueils aux abords des voies vous donnent des frayeurs, cassent votre humeur. Si vous êtes des départements de l'Ouémé et du Plateau, estimez-vous heureux, c'est la fin du thriller. L'exposition des meubles qui font recours à la mort est interdite dans ces deux localités. Plus de détails avec Amen Didier Rumpinji et Romaric Devoshi. Cercueil en exposition-vente, c'est une pratique que l'on voit presque partout où il y a un atelier de menuiserie dans les départements de l'Ouémé et Plateau. Dans les communes d'Akrom-Isrété, Adjara, Avankou et Ifani, cela devient un art, une spécificité. Nos menuisiers, certains ne font que fabriquer des cercueils et tous les jours les exposent. Et quand vous rentrez dans la ville d'Akrom-Isrété, c'est les cercueils qui vous accueillent. Face à la persistance de ces spécialistes en exposition cercueil, le conseil communal d'Akrom-Isrété est passé à l'action. Et parmi tant d'autres, il y a ceux qui ne sont pas réceptifs. Donc c'est pourquoi, en exécution de l'arrêté communal qui interdit l'exposition de cercueils aux abords des voies publiques dans notre commune, nous avons passé à l'action. Celle, bien sûr, de saisir ces cercueils
et bien sûr de discipliner ces menuisiers. Le long des artères d'une commune ne peut pas être l'objet de ces meubles qui invoquent la mort. Il faut tout de même une commodité. Outre ce fait, il y a certaines pratiques malveillantes qui se développent. Il y a des pratiques malsaines où des gens se prient pour qu'il y ait accident, pour qu'il y ait mort d'homme, pour qu'on puisse vendre rapidement ces cercueils. Il y a des rituels que les gens ont l'habitude de faire. Il suffit d'une plaque identificative et ces menuisiers sont exempts de sanctions. Vous avez votre atelier au bord de la voie. Vous pouvez avoir une plaque indicative qui dit cercueil en avant dans mon atelier, mais exposé, c'est à exclure. Encore que le bois a d'autres merveilles auxquelles nos menuisiers peuvent avoir recours. Nous n'avons rien contre les menuisiers. Vous savez, ce n'est pas que de cercueils qu'ils ont appris à l'apprentissage. Donc des tables, des bancs, des chaises, vous savez, des buffets, etc. Les merveilles du bois. Je crois qu'il doit penser à ça. Reste aux autres municipalités du Bénin de faire la pression pour que plus jamais le cercueil ne soit le meuble le plus intéressant à vendre. Eh bien, Amen Didier Ompelunji nous proposait à l'instant l'interdiction de l'exposition des cercueils aux abords de la commune d'Akpo-Misrété. Eh bien, les jeunes en période de vacances se livrent souvent à des activités de tout genre et à des amitiés pas toujours saines. Deux acteurs de l'éducation apportent leur pierre à l'édifice en sensibilisant la jeune génération sur la bonne gestion des vacances. Suivons-les, ils sont face à la caméra de Romaric Devauchi au micro de Fontenelle Ressou. Les périodes de vacances représentent pour la plupart des jeunes l'occasion de se divertir, de mener des activités toujours dans l'optique de s'épanouir. Parmi ces activités figurent certaines qui ne sont pas conformes à l'éthique et à la morale dans la société. Quelques éducateurs tentent d'évoquer les raisons qui poussent les jeunes à la déviance durant les périodes de vacances. Si aujourd'hui on dit que les jeunes se versent dans la déviance, c'est tout juste pour dire qu'ils ne respectent pas les principes de la société. Parce que la société a des lois qu'on doit respecter. D'entrée de jeu, je dirais, c'est parce qu'ils sont inoccupés. Et quand l'esprit n'est pas occupé à une activité ludique, il y a des activités ludiques dans le sens à 100%, il y a des activités ludopédagogiques, si on veut parler dans le monde scolaire. Il y a aussi l'absence de bibliothèque où les enfants peuvent aller lire. Il y a tout ça qui font qu'il n'y a pas de centre de jeu, il n'y a pas d'activité ludopédagogique pouvant amener les enfants à bien passer leurs vacances. C'est ça qui les amène à la déviance. Il y a aussi l'éducation de base. Pour pallier à ces pratiques au niveau de la couche juvénile, il est opportun de trouver des activités de distraction qui entrent dans le cadre éducatif, spirituel pour mener à bien ces périodes de vacances. Nous avons plusieurs activités. D'abord, il y a les cours de vacances. Après les cours de vacances, je crois qu'il y a d'autres activités lucratives pour pouvoir joindre les deux bouts pour les apprenants dont les parents ont des revenus un peu moindres. On peut leur proposer des voyages. Ils vont sortir pour aller découvrir d'autres milieux, histoire de quitter le stress des cours, des examens, ainsi de suite. On a des jeux à l'africaine, le domino, les jeux de cartes, ainsi de suite, là, les jeux de billes, même les jeux de pétanque. Et s'il y a de spiritualité, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi pas? On peut amener les enfants. Si je vais à la mosquée, j'amène les enfants à la mosquée. Si je vais à l'église, je les amène. Si je vais à un lieu de culte, je les amène. Et il faut lire la parole de Dieu et la coller aussi à l'éducation. On peut orienter la vue de la télévision avec les enfants. Choisir les émissions éducatives qui passent à la télé. Les vacances ne constituent donc pas l'opportunité pour les jeunes de s'adonner à des pratiques pas commodes, mais c'est plutôt l'occasion pour eux de faire entre autres le bilan de l'année académique écoulée et d'élaborer des plans pour se ressourcer afin de mieux démarrer la rentrée prochaine.
En interactualité, le mouvement de contestation en Algérie est dans son 5e mois. Les personnalités politiques de l'opposition et l'organisation de la société civile réfléchissent à une sortie de crise avant les prochaines élections. Pendant ce temps, les craintes persistent sur l'impact de la crise sur l'économie du pays. D'Alger la Blanche, on en viendrait presque à se demander si le pays traverse bien une révolution. Les mouvements populaires ont toujours été accompagnés de dégâts matériels, de mouvements de grève, de baisse de la productivité ou encore de retrait d'épargne dans les systèmes bancaires. De ce point de vue, l'Algérie semble faire exception et contredit toutes les analyses des spécialistes. Alors que le ministère de l'Industrie annonce une perte de plus d'1 milliard de dollars, les spécialistes et analystes remettent en cause ces chiffres. Comme beaucoup d'Algériens, Mohamed Demiche observe de près ce mouvement national. Pour lui, la situation économique du pays était déjà très fragile. Un ralentissement n'est pas à écarter, surtout en provenance des ménages et des investisseurs étrangers. Quels impacts ont ces soulèvements populaires sur la situation économique en Algérie ? La situation économique algérienne, elle était critique avant le soulèvement. Plusieurs experts ont crié au fort que la situation économique de l'Algérie, vu la politique qui a été menée, notamment en matière de gestion des investissements, gestion des réserves d'échange, elle était déjà critique. Il n'y a pas une visibilité. Les gens préfèrent faire des épargnes, préserver leur épargne actuellement, afin que les choses s'éclaircissent mieux. Et ce n'est pas bon pour l'économie. Ce n'est pas bon pour l'économie dans les deux côtés, quelle que soit la demande locale ou aux yeux des investisseurs étrangers et des fournisseurs étrangers, parce que même les fournisseurs étrangers n'ont pas confiance actuellement en l'économie algérienne. Donc certainement, s'ils veulent travailler avec les opérateurs algériens, ils vont augmenter les coûts et avoir plus de garanties. Augmentation des coûts avec la dévaluation de la valeur du dinar algérien, ça va augmenter encore les prix des produits et services sur l'économie algérienne. Il est 10h30. Dans cette entreprise, leader nord-africain dans le secteur de l'industrie électronique, les machines tournent à plein régime. À 45 minutes à l'est d'Alger, Ali Boumediene passe en revue les différents postes de montage. PDG du groupe Bompard Compagnie, il commercialise depuis plus de 18 ans les téléviseurs, tablettes ou encore smartphones de la marque Stream System, une activité en pleine croissance, essentiellement axée sur l'international. Pour lui, le constat est clair, malgré une légère baisse de la consommation, ce soulèvement n'aura aucun impact sur son activité et même pourrait renforcer l'image de l'Algérie à l'étranger. Il y a toujours une stabilité. C'est-à-dire on a une certaine crédibilité comme entreprise avec nos partenaires. On est en train d'augmenter déjà les chiffres. Au contraire, on est en train de préparer l'extension pour aller vers 100 000 pièces, c'est-à-dire carrément de fabriquer 1 million de pièces à l'année prochaine. Une augmentation de la productivité et de la compétitivité qui devrait, selon Ali Boumediene, être accompagnée d'un réel changement des politiques économiques et industrielles en Algérie. D'abord, il faut libérer les opérateurs. 1. 2. Si on parle aujourd'hui de cette filière, il faut créer d'abord un cahier des charges. Un cahier des charges bien déterminé, avec une vision bien claire. Nous, on a déjà anticipé. Sincèrement, si par exemple demain il y aura par exemple un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre de l'Industrie, un nouveau ministre de Finances, un nouveau ministre de Commerce, je suis prêt de faire une démonstration, de parler de notre historique. Pourquoi on a déjà commencé en 2000 de fabriquer les produits? Pourquoi on a quand même passé une souffrance terrible, terrible, terrible. Imaginez, vous êtes en train de faire un produit où il y a de la concurrence déloyale. Déloyale, là, c'est le mot. Hein. Vous êtes en train de chercher des solutions pour financer le projet, voire négocier avec les banques, voire négocier avec les fournisseurs et les partenaires, faire tout un travail pour convaincre un opérateur étranger de dire « Ok, j'accepte par exemple de coopérer avec vous et de faire un transfert technologique ». Mais après, en face de vous, il y a un bureaucrate qui dit « Mais non, il faut respecter tel ça et tel ça ». Chaque vendredi depuis le 22 février, des millions d'Algériens s'engagent pour écrire une nouvelle page de leur souveraineté. Malgré une inflation et un ralentissement de la production à l'échelle nationale, cette lutte pour un idéal de justice sociale et de gouvernance responsable incarne un renouveau pour l'économie du pays.
Je vous l'avais annoncé en début d'édition, les propos de Aminan Mohamed, secrétaire général adjoint des Nations Unies sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine lancée dimanche lors du sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Pour elle, cette zone peut être un pont vers la paix. On l'a su à présent. Je pense que ce qui est vraiment important maintenant, c'est de faire le pont entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Si l'on regarde les fruits à portée de main, ces pays qui peuvent se déplacer plus rapidement que d'autres. Et je pense qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, il faut s'efforcer d'obtenir l'adhésion des pays, d'abord pour produire la plus grande zone commerciale et les possibilités de production. Et maintenant, il faut d'abord s'occuper à l'interne et à l'externe des mesures à prendre pour y parvenir. Donc le Nigeria et le Bénin qui arrivent à la fin hier, l'Érythrée a dit qu'elle ne resterait pas derrière. Je pense que vous avez un continent en mouvement. Dans chaque cas, il s'agit d'exclusion. Il s'agit de causes profondes où il y a des jeunes qui n'ont aucun espoir, où les structures gouvernementales ne fonctionnent pas, où les économies n'ont pas les gens avec elles. Je regarde les pourcentages de ce qui est consacré à l'aide humanitaire et de ce qui est consacré au développement et nous devons inverser cette tendance. Si nous pouvons investir ce genre d'argent, nous devons investir dans le rétablissement de la paix, mais nous devons aussi envisager le développement en même temps. Nous ne pouvons pas choisir entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, nous devons le faire en même temps et de toute urgence. Sport dans cette édition, c'est demain à 17h que les écureuils du Bénin affronteront les Lions de la Teranga en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Alors que certains médias sénégalais rêvent d'un yassa d'écureuils, certains de leurs confrères béninois espèrent un sandwich de lion. Et c'est sur cette note d'humour que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h30 sur nos antennes votre feuilleton Eva Luna et à 21h, je vous reviens pour votre émission politico-économique et sociale Fer croisé qui aborde ce jour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Merci.